Le matin du 12 août 1940, le chef d'escadron Brian Lane retourna à Hornchurch Aérodrome avec 3 impacts de balles dans la queue de son Spitfire et une frustration meurtrière ignorant sa poitrine. Il avait placé un Messerschmitt Bf 109 parfaitement cadré dans son poste de tir, au-dessus de l'esti temporaire, suffisamment près pour voir le casque du pilote à travers la verrière et avait appuyé sur le bouton de tir de ses canons Hispano de 20 mm. Les 3 premiers coups ont été tirés, puis plus rien. Les canons s'étaient complètement grippés tandis que ces 8 mitrailleuses Browning poursuivaient leur vain crépitement contre les blindés allemands. Le 109 est reparti intact et Lane est retourné à la base avec la même histoire amère que des dizaines de pilotes de la RAF rapportaient cet été-là. Les Spitfire britanniques, armés de canons, tombaient en panne précisément au moment où ils étaient le plus nécessaires. Le ministère de l'Air avait autorisé l'installation de canons Hispano Mark I dans les Spitfire, Mark IB, spécifiquement pour contrer l'utilisation croissante par les Luftwaffe d'avions blindés et de réservoirs de carburant auto-obturants, ce qui rendait les mitrailleuses Browning de calibre standard de plus en plus inefficaces. Un seul obus explosif de 20 mm pourrait réaliser ce que 200 obus de mitrailleuses ne pourraient pas réaliser. Dommage structurel catastrophique à l'ennemi. Cellule. Pourtant, entre juin et septembre 1940, le 19e escadron de Duxford a enregistré un taux d'arrêt supérieur à 60% lors des engagements de combat. Les pilotes ont rapporté que leurs canons tiraient entre 5 et 30 coups avant de se bloquer, transformant ce qui aurait dû être une puissance de feu dévastatrice en poids mort monté dans leurs ailes. L'autopsie technique a révélé une cascade de problèmes. L'Hispano Mark I utilisait un chargeur à tambour de 60 cartouches placé horizontalement dans l'aile, alimentant les obus via un mécanisme complexe, tandis que l'avion effectuait des manœuvres à jet élevé pendant le combat. Les tambours eux-mêmes ont été fabriqués selon des tolérances en temps de paix qui se sont révélées inadéquates sur le champ de bataille. Condition. Et la qualité des munitions variait énormément selon les entrepreneurs, les dimensions des boîtiers différant de quelques fractions de millimètres, suffisamment pour provoquer des échecs d'alimentation. Les ressorts du mécanisme de tir se sont affaiblis après une exposition au froid en altitude, et le système de recul du canon a parfois cassé ses supports de montage lors d'un tir soutenu. Plus accablant, l'arme avait été conçue pour être installée dans les ailes épaisses des chasseurs français, et non dans les ailes minces et sollicitées des Spitfire, où les contraintes d'espace obligeaient à des compromis dans le montage et le stockage des munitions. Le commandement des chasseurs était confronté à un dilemme épouvantable. Les bombardiers allemands traversaient la Manche en formation de 50 avions ou plus et le Luftwaffe avait appris que les chasseurs britanniques avaient besoin de rafales prolongées pour tuer avec des mitrailleuses seules. Cela a donné aux artilleurs allemands plus de temps pour riposter et a forcé les pilotes de la RAF à se rendre dans les champs de tir au couteau où ils sont devenus vulnérables. Et la solution, un blindage de canon fiable, était monté dans leurs ailes mais refusait de fonctionner en cas de besoin. En octobre 1940, le ministère de l'Air avait retiré la plupart des Spitfire armés de canons du service de première ligne, revenant à l'ancienne configuration de mitrailleuses uniquement, tandis que les ingénieurs cherchaient désespérément des solutions. Les pilotes qui avaient expérimenté le potentiel du canon lorsqu'il fonctionnait, à la manière une seule rafale à 2 qu'on pouvait voir l'aile d'un angle se détacher et sentir qu'ils étaient renvoyés se battre avec des épées émoussées. Pendant ce temps, le haut commandement allemand prenait des notes minutieuses. Les agents du renseignement de Luftwaffe ont interrogé les pilotes capturés de la RAF et examiné les épaves de Spitfire récupérées sur les plages françaises et les champs anglais. Leurs rapports à Berlin confirmèrent ce que suggéraient les observations de combat. Les installations britanniques de 20 mm étaient peu fiables, au point d'être inutiles. Ces renseignements façonneraient la planification tactique allemande pour les 18 prochains mois. Une décision qui s'avérerait catastrophiquement prématurée. Oberst Theoster siégeait dans son quartier général à Lu en janvier 1941. Examinant les rapports de pertes au combat de Jägerschrada 51 avec l'attention méthodique qu'il avait maintenue en vie pendant 2 guerres. Le schéma qui se dégageait des débriefings des pilotes le troublait moins qu'il n'aurait dû. Les chasseurs allemands étaient certes abattus, mais les méthodes s'alignaient parfaitement sur les évaluations des services de renseignement de la Luftwaffe. Les Spitfire britanniques se rapprochaient à moins de 200 mètres avant d'ouvrir le feu avec des mitrailleuses, puis de poursuivre leur poursuite pendant 5 à 8 secondes pour marquer suffisamment de coups. Ce comportement correspondait précisément à ce que feraient les pilotes s'ils n'avaient pas confiance dans l'armure de leurs canons ou si ces canons ne fonctionnaient tout simplement pas. Le
Le résumé des renseignements du ministère de l'Air du Reich distribué en décembre 1940 était sans équivoque. Numéro de document Lindrstrock pour Nulvier. Examen détaillé de 4 Spitfires équipés d'Hispano récupérés sur les sites d'accidents en France et dans le sud de l'Angleterre. Les techniciens du centre d'essai de Reclin ont tiré avec les armes et ont documenté des taux d'échec compris entre 40 et 70% selon le lot de munitions et l'angle de montage. Le rapport concluait que même si le canon Hispano possédait d'excellentes propriétés balistiques, son manque de fiabilité mécanique en faisait une menace négligeable dans des conditions de combat réelles. Et la doctrine tactique allemande fut adaptée en conséquence. Les pilotes de chasse ont reçu pour instruction que les canons britanniques tirent pendant la première. La passe d'engagement représentait la principale fenêtre de danger. S'ils survivaient à ces premiers instants, les armes ennemies s'enrayeraient probablement, permettant aux pilotes allemands de dicter la géométrie du combat ultérieur. Cette évaluation n'était pas une simple spéculation. La Luftwaffe avait capturé des quantités substantielles de munitions de canon britanniques lors de la chute de la France ainsi que de la documentation technique provenant d'usines françaises produisant sous licence des armes Hispano. Les tests ont révélé des charges propulsives incohérentes, des variations dans les dimensions du boîtier de la coque et des amorces qui ne parvenaient parfois pas à s'enflammer de manière fiable. Lorsque les techniciens de Reclin ont monté un Hispano capturé dans un Messerschmitt Bf-110 et l'ont soumis à des manœuvres à jet élevé. Lors du tir, l'arme s'est enrayée après 17 coups. Et la conclusion semblait à toute épreuve. Le programme britannique de canon était un échec technique qui ne représentait qu'une menace tactique minime. Le général Feldmarschall Hugo Sperlé, commandant la Luftwaffe T3 en France occupée, a utilisé ces renseignements pour modifier les procédures d'escorte des bombardiers. Plutôt que de maintenir des formations défensives serrées qui limitaient la maniabilité, les bombardiers allemands attaquant les navires britanniques dans le canal se sont vus accorder un espacement plus lâche. Le raisonnement était simple. Et si l'on ne pouvait pas compter sur les canons britanniques pour détruire rapidement les bombardiers, les chasseurs de la RAF devraient alors dépenser plus de munitions de mitrailleuses par ennemi tué, ce qui nécessiterait des temps d'engagement plus longs. Des formations plus lâches donnaient aux artilleurs allemands de meilleurs champs de tir lors de ces attaques prolongées. Eux-mêmes, les pilotes du Messerschmitt ont reçu pour instruction d'exploiter les manœuvres verticales de manière plus agressive lorsqu'ils étaient engagés par des Spitfire. Et si les pilotes britanniques maintenaient le feu à bout portant en raison du manque de fiabilité des canons, alors une escalade et une plongée agressive les forceraient à effectuer des tirs de déviation là où leurs mitrailleuses se révélaient encore moins efficaces. Les Allemands avaient construit un cadre tactique tout à fait logique, basé sur un renseignement technique précis. Les canons britanniques étaient en effet catastrophiquement peu fiables tout au long de 1940. Ce que les planificateurs de la Luftwaffe n'avaient pas prévu, c'était la capacité britannique d'itération technique rapide sous la pression du temps de guerre. Le renseignement. Les résumés qui arrivaient sur les bureaux allemands étaient des instantanés précis d'un problème que les concepteurs britanniques étaient déjà en train de résoudre. Les échecs du Mark I Hispano ont été systématiquement catalogués, analysés et traités avec le genre d'urgence ciblée que seule une menace existentielle produit. À un moment où la doctrine tactique allemande avait pleinement intégré les hypothèses sur le manque de fiabilité des canons britanniques, les ingénieurs de la Royal Ordnance Factory et de la filiale britannique d'Hispano Suisse testaient déjà des solutions qui rendraient ces hypothèses fatalement obsolètes. Les Allemands s'étaient préparés à combattre la RAF d'hier tandis que celle de demain naissait dans les ateliers des Midlands. Mark Burkett n'avait jamais destiné à concevoir des armes. L'ingénieur suisse-espagnol avait bâti sa réputation à Barcelone avant la Grande Guerre, créant pour Hispanose des moteurs automobiles de luxe alliant l'élégance française à la précision suisse. Ces moteurs V12 propulsaient les automobiles les plus prestigieuses d'Europe. Et lorsque la guerre éclata en 1914, ces mêmes moteurs, améliorés et perfectionnés, propulsèrent les meilleurs avions de combat français au-dessus du front occidental. Le Spad 13 qui dominait le ciel en 1918 devait ses performances au génie technique de Burki. Mais lorsque la France commença à se réarmer dans les années 1930, le ministère de l'Air l'aborda avec un point de vue différent. Défi. Créer un canon d'avion qui pourrait détruire les bombardiers modernes avec leur structure renforcée et leur système de carburant protégé. Burki a établi son bureau de conception à Genève, travaillant à partir de principes fondamentaux plutôt que d'adapter les armes existantes. Et la plupart des canons d'avion de l'époque étaient des mitrailleuses plus grandes, conservant les mêmes principes de fonctionnement de base tout en augmentant le calibre. Burki a reconnu que cette approche
garantissait la médiocrité. Un canon de 20 mm tirant des obus explosifs à une cadence de 600 coups par minute générait des forces et des contraintes fondamentalement différentes de celles des armes de calibre fusil. Le mécanisme devait gérer non seulement le recul mais aussi la pression des cartouches dans la chambre. Contenant des charges explosives 20 fois plus grosses que les cartouches de mitrailleuse. Il a passé 18 mois à développer un mécanisme fonctionnant au gaz utilisant un cylindre et un piston sous le canon. Lorsque l'arme tirait, les gaz propulseurs s'échappaient par un orifice du canon, poussant le piston vers l'arrière pour faire fonctionner l'action, extraire l'étui épuisé et chambrer une nouvelle cartouche. L'élégance réside dans l'intégration. Plutôt que d'assembler les composants, Burke a conçu l'arme comme un système unifié dans lequel chaque élément remplissait plusieurs fonctions. Et la chemise de refroidissement des barils canalisait le flux d'air selon des schémas qui maintenaient une température constante. Même lors d'un tir soutenu. Le mécha qui tire le NISM utilisait un tampon pneumatique pour contrôler la cadence de tir avec précision, empêchant ainsi le cycle incontrôlable qui affectait d'autres conceptions. Plus important encore, il a conçu la chambre et la culasse selon des tolérances exceptionnellement serrées, garantissant un espace libre constant qui empêchait les ruptures de boîtier tout en s'adaptant aux légères variations dimensionnelles inévitables dans les munitions produites en série. En 1935, le prototype HS-404-400 coud sans arrêt lors des essais à la Villa Kublai. Et la France a ordonné la production immédiate en installant l'arme désignée Hispanosa HS-404 dans les chasseurs Morin, Solier et Dwitin. Le ministère britannique de l'air, observant les essais français, a reconnu le potentiel des armes et négocié les droits de fabrication. En 1938, la société a établi une fabrication britannique dans une usine à Grandampton, dans le Lincolnshire, produisant l'arme sous la désignation Hispano Mark I. Sur le papier, les spécifications de l'arme étaient extraordinaires. Vitesse initiale de 840 mètres par seconde, portée effective supérieure à 900 mètres et chaque obus transporte 2 fois l'explosif puissant des obus allemands de 20 mm. Une rafale de 2 secondes a tiré 20 obus capables de déchiqueter les cellules des bombardiers ou de pénétrer des composants blindés que les mitrailleuses ne pouvaient pas toucher. Pourtant, l'intégration minutieuse de Burke a créé une vulnérabilité lorsque l'arme a été adaptée à la hâte aux exigences britanniques. Et la conception originale supposait une installation dans des chasseurs français avec des racines d'ailes suffisamment épaisses pour accueillir les armes à 60 chargeurs de tambour rond horizontalement sans angle de montage extrême. Les ailes du Spitfire étaient plus fines, obligeant les ingénieurs britanniques à placer les tambours sous des angles que Burke n'avait pas testés. Le tampon pneumatique nécessitait des tensions de ressort spécifiques que les fabricants français obtenaient grâce à un montage manuel. Un luxe inaccessible à l'époque où les usines britanniques devaient produire des centaines d'armes par mois. Le plus dommageable est que Burke avait conçu le mécanisme d'alimentation autour de munitions françaises fabriquées selon des tolérances exceptionnellement strictes par un seul entrepreneur. Les munitions britanniques provenaient de 6 usines différentes, fonctionnant selon des spécifications légèrement mais significativement variées. L'arme qui avait parfaitement fonctionné lors des essais français a commencé à se bloquer en service britannique, non pas parce que sa conception était défectueuse, mais parce que l'installation et les munitions différaient des conditions pour lesquelles Burke avait conçu. Les échecs du Mark I n'étaient pas inévitables. Il s'agissait de problèmes de mise en œuvre déguisés en défaut de conception. Et la solution est née d'une collaboration improbable entre un immigrant hongrois et une équipe d'ingénieurs britanniques qui avaient passé 6 mois à démonter des canons bloqués dans un atelier glacial du Lincolnshire. Joseph Sidlowski avait fui l'Europe continentale en 1939, apportant avec lui 2 décennies d'expérience dans la fabrication d'armes hispano sous licence en Pologne. Il a compris la philosophie de conception originale de Burke, mais il reconnaissait également que les exigences opérationnelles britanniques exigeaient des changements fondamentaux plutôt que des améliorations progressives. Le ministère de l'Air lui donna l'autorité en février 1941 de repenser complètement l'arme avec un seul mandat non négociable: atteindre une fiabilité supérieure à 95% en conditions de combat. L'équipe de Sidlowski a identifié le chargeur à tambour comme le principal point de défaillance. Les 60 tambours ont nécessité des mécanismes à ressort complexes pour maintenir la pression d'alimentation au fur et à mesure que les cartouches étaient consommées et ces ressorts s'affaiblissaient de manière imprévisible sous la contrainte du combat. Pire encore, les pilotes ne pouvaient pas recharger pendant le vol. Une fois 60 cartouches dépensées, le canon devenait inutile. Et la solution était à la fois évident et techniquement difficile. Remplacer les tambours par des munitions alimentées par courroie. Les systèmes d'alimentation par courroie se sont avérés fiables dans les mitrailleuses depuis des décennies,
utilisant la propre énergie de recul de l'arme pour tirer la balle suivante à partir d'une courroie flexible. L'adaptation de ce principe aux obus de canon de 20 mm a nécessité la conception de mécanismes d'alimentation entièrement nouveaux, capables de traiter des munitions pesant 10 fois plus que des cartouches de fusil, tout en conservant le système de fonctionnement au gaz d'origine de Burkett. Et la refonte a nécessité 7 mois de travail intensif. Les ingénieurs ont développé une nouvelle unité d'alimentation par courroie montée directement sur le récepteur de l'arme, utilisant des rouleaux et des rails de guidage pour retirer les cartouches du tissu. Ceinture et alignez-les précisément avec la chambre. Les ceintures elles-mêmes contenaient jusqu'à 120 cartouches, doublant les munitions de combat tout en éliminant la complexité mécanique des tambours. Le mécanisme d'alimentation incorporait des sécurités intégrées qui empêchaient les doubles alimentations. Le blocage catastrophique qui s'est produit lorsque 2 obus ont tenté d'entrer simultanément dans la chambre. Les pressions des ressorts ont été recalibrées pour les tolérances de fabrication britannique plutôt que pour supposer la précision française. Le support du canon a été renforcé pour gérer les angles d'installation requis par les ailes du Spitfire, et le tampon de recul a été repensé pour fonctionner de manière fiable à des altitudes allant jusqu'à 12 000 mètres, où les températures descendaient jusqu'à -40°C. Il est important de noter que le M2 incorporait des fonctionnalités permettant de remédier aux incohérences des munitions. Et la chambre a été redessinée avec une gorge légèrement plus longue, lui permettant d'accepter des Stess-cloches avec des variations de longueur de boîtier allant jusqu'à 0,5 mm. La gamme que les entrepreneurs britanniques produisaient réellement plutôt que la spécification théorique. L'extracteur a été renforcé et a bénéficié d'un engagement plus positif avec le bord de la coque, réduisant ainsi les échecs d'extraction qui avaient affecté le Mark I. Le percuteur a reçu un ressort plus lourd et une pointe durcie pour garantir des frappes d'amorce fiables, même avec des amorces légèrement en retrait. Ce n'étaient pas des solutions élégantes. Burki aurait probablement insisté sur une meilleure qualité de munitions. Mais il réfléchissait. Réalité du champ de bataille. Et la Grande-Bretagne avait besoin de canons fonctionnels immédiatement, et perfectionner la production de munitions prendrait des années. Le pays n'avait pas les premiers canons Mark II hispano de production entrés en service dans l'escadron en août 1941. Initialement installés dans des Spitfire Mark V volant depuis Hornchurch et Bigan Hill. Et la transformation a été immédiate et spectaculaire. Le lieutenant d'aviation Alan Deer a tiré 400 obus lors d'une patrouille de combat au-dessus du nord de la France le 23 août sans un seul arrêt, détruisant 2 Bf-109F avec de brèves rafales décisives. Son rapport de combat fait état de l'impact psychologique. Savoir que les canons tireraient en cas de besoin lui permettrait de tirer auparavant éviter. S'engager à des distances où les mitrailleuses étaient inefficaces. En octobre, les escadrons équipés de canons Mark II signalaient des taux d'arrêt inférieurs à 5%. Et la plupart des arrêts étaient dus à des munitions endommagées plutôt qu'à un dysfonctionnement de l'arme. La RAF possédait enfin l'armement de canons fiable dont elle avait désespérément besoin puisque Dunkerque et les renseignements allemands ne l'avaient pas encore remarqué. Malte était devenue l'antichambre de l'enfer en mars 1942. L'île se trouvait à proximité des routes d'approvisionnement vers l'Afrique du Nord et Hitler avait ordonné sa neutralisation par un bombardement soutenu qui surpassait même en intensité le Blitz de Londres. Bombardier Luftwaffe et Reia Aeronautica frappaient Valletta et les aérodromes environnants toutes les heures, transformant la forteresse de calcaire en un terrain d'essai où seul l'équipement le plus fiable a survécu. Le chef d'escadron Édouard Jimbaud-Gracie a atterri à Lucas Aérodrome le 15 mars. Commandant des Spitfire Mark V et équipé de 4 canons hispano Mark II, soit 2 fois l'armement des chasseurs standards. Son escadron effectuerait plus de sorties de combat par pilote que n'importe quelle autre unité de la RAF pendant la guerre, et leurs armes seraient confrontées à des conditions qu'aucun test en temps de paix ne pourrait reproduire. Le rythme opérationnel était stupéfiant. Les défenseurs de Malta opéraient avec moins de 30 combattants utilisables contre raid impliquant 50 à 100 avions de l'Axe. Les pilotes effectuaient 4 ou 5 sorties par jour, se déplaçant quelques minutes après leur retour d'engagement précédent. Les équipes au sol ont réarmé et ravitaillé les avions pendant que les moteurs refroidissaient encore, travaillant dans des enclos de sablage creusés dans la roche solide pour se protéger des bombardements constants. Les canons hispano ont été confrontés à des défis allant au-delà de la simple utilisation au combat. La poussière de Moltar s'est infiltrée dans tous les mécanismes. L'air salin de la Méditerranée a corrodé les surfaces métalliques pendant la nuit et les températures de l'après-midi à l'intérieur de l'avion dépassaient les 50°C tandis que les bousculades matinales se produisaient dans des conditions proches du point de congélation. Si le M2 possédait une quelconque faiblesse, l'environnement de Maltar l'exposerait sans pitié.
La première semaine a constitué le test crucial. Les pilotes du Gracie ont engagé des raids à 17 reprises entre le 16 et le 22 mars, dépensant plus de 14 000 cartouches de 20 mm. Le journal de guerre de l'escadron a enregistré 11 arrêts, mais les inspections après vol ont révélé que 9 résultaient de munitions endommagées lors de la manipulation, de caisses bosselées lorsque les ceintures étaient chargées à la hâte ou d'obus avec des charges propulsives fissurées dues à des conditions de stockage difficile. Seuls 2 arrêts étaient dus à un dysfonctionnement de l'arme, tous deux liés à des supports d'alimentation cassés qui ont été remplacés dans les 20 minutes. Le taux de fiabilité dépassait 94% dans des conditions qui auraient rendu complètement les canons Mark I inutilisables. Le lieutenant d'aviation James McClellan, combattant avec un bras gauche artificiel après avoir perdu l'original au-dessus de Malte l'année précédente, a démontré les avantages pratiques du M2 lors d'un engagement le 29 mars. Il intercepte une formation de GE-88 de Junker escortée par des Macchi 202 à 7000 mètres d'altitude. Plutôt que de se rapprocher de la portée des mitrailleuses, McClellan a ouvert le feu à 600 mètres, faisant passer ses obus à travers la formation de bombardiers avec des rafales de 3 secondes. 2 jeunes sont tombés, traînant de la fumée avant que les escortes ne puissent réagir, et les images de la caméra de combat de McClellan montraient ses obus explosant précisément là où son canon les visait. Il aurait n'a dépensé que 90 cartouches par victoire. Les Spitfire armés de mitrailleuses nécessitaient généralement 300 à 500 cartouches par bombardier détruit. Cette efficacité des munitions s'est avérée cruciale à Malte, où chaque obus devait être livré par convoi, mettant à rude épreuve les forces aériennes et navales de l'Axe. Les performances du canon sous la pression opérationnelle incessante de Maltard ont fait taire tous les doutes restants quant à la fiabilité du Mk2. Les journaux de maintenance d'avril et mai ont montré que les armes tiraient en moyenne plus de 2000 coups entre. Il y a eu 10 arrêts, et la plupart des pannes se sont produites seulement après que les composants aient dépassé leur durée de vie nominale. Le sergent armurier Bill Haddon a noté que il pouvait recharger et effectuer la maintenance préventive de 4 canons dans le temps auparavant requis pour 2. Et la simplicité des systèmes d'alimentation par courroie par rapport au magasin à tambour signifiait moins de pièces mobiles à inspecter et à remplacer. Les pilotes ont signalé une confiance croissante dans les tirs de déviation et les interceptions à longue portée. Sachant que leurs armes lanceraient des obus précisément au moment où le bouton de tir était enfoncé. En juin, lorsque l'épreuve de Maltard commença à s'atténuer, les Spitfire de Lille avaient prouvé la fiabilité de l'Hispano Mark II dans les pires conditions. Que le théâtre européen pourrait produire. Et la question était désormais de savoir si la planification tactique allemande s'adapterait avant que la fiabilité ne coûte cher. Très chèrement. Allemand Johannes Makesteinhoff s'est cassé à gauche alors que les traceurs passaient devant sa verrière au-dessus de Pardala le 14 juin 1942, calculant déjà la géométrie d'engagement pour sa contre-attaque. Le Spitfire avait ouvert le feu à près de 700 mètres. Bien au-delà de la portée effective des mitrailleuses, ce qui signifiait que le pilote britannique était soit mal entraîné, soit désespéré. Steinhoff avait survécu à 2 années de combat en exploitant de telles erreurs. Il se retourna et s'en sortit, s'attendant à ce que le Spitfire se rapproche pour une passe de tir appropriée avec ses mitrailleuses. A eu lieu de cela, la section arrière de son Bf-109F s'est désintégrée en 20 mm. Des obus ont explosé le long du fuselage. Les tirs de canon ne se sont pas arrêtés après 3 coups, comme le promettaient les résumés des services de renseignement. Cela s'est poursuivi en une explosion soutenue qui a traversé la structure de son avion comme un outil de coupe industriel. Steinhoff s'est éjecté à 400 mètres d'altitude et a passé le reste de la guerre dans un hôpital britannique. L'un des premiers pilotes allemands à expérimenter personnellement ce que les rapports des services de renseignement n'avaient pas prédit. Et elle n'était pas seule. Les rapports perdus de Luftwaffe de mai et juin 1942 ont documenté une tendance inquiétante. Les chasseurs britanniques détruisaient les avions allemands avec de brefs tirs de canon précis à plage auparavant considéré comme sur. Le Jägerschrada 26 a perdu 11 pilotes au-dessus de la Manche au cours de ces 2 mois et les débriefings des survivants ont révélé que les tirs de canon britanniques s'étaient poursuivis sans interruption pendant des rafales d'une durée de 5 à 8 secondes. Les hypothèses tactiques ancrées dans la doctrine allemande depuis 1940, selon lesquelles les canons britanniques s'enrayeraient après le premier contact, étaient systématiquement réfutées de la manière la plus sanglante possible. Pourtant, l'appareil de renseignement a réagi lentement, gêné par l'inertie institutionnelle et la difficulté de réviser les évaluations que les hauts commandants avaient intégrées à la planification stratégique. Oberst Adolf Galland, général de Jagdflugzeug, responsable de tous les chasseurs Luftwaffe opération, a reçu la première analyse complète en juillet 1942.
Les agents du renseignement avaient examiné les épaves de 8 Spitfire abattus au-dessus de la France au cours des 3 mois précédents, et les résultats contredisaient toutes les conclusions des rapports précédents de Reclin. Les canons étaient alimentés par courroie plutôt que par tambour, éliminant ainsi les pannes du mécanisme d'alimentation qui avait affecté le Mark I. Et la qualité des munitions britanniques s'est considérablement améliorée. Les charges propulsives présentaient des taux de combustion constants et les dimensions du boîtier variaient de moins de 0,1 mm entre les fabricants. Plus important encore, les armes récupérées sur les lieux des accidents ne présentaient aucune preuve des problèmes de brouillage chronique documentés dans les exemples capturés de Mark I. Quand Reclin l'essai a tiré un Cannon M2 relativement intact, retiré d'un Spitfire qui s'est écrasé près d'Aberville. Il a tiré 420 coups consécutifs sans dysfonctionnement. Galland en a immédiatement compris les implications tactiques. Les pilotes de chasse allemands avaient appris à exploiter le manque de fiabilité présumé des canons britanniques en acceptant le risque initial d'un engagement, convaincus que les armes ennemies tomberaient en panne en quelques secondes. Cette doctrine exposait désormais les chasseurs allemands à des tirs de canon précis et soutenus tout au long de l'enveloppe d'engagement. Il ordonna une révision urgente des directives tactiques, demandant aux pilotes de traiter tous les Spitfire comme étant équipés de canons fiables et d'éviter des engagements prolongés où la puissance de feu britannique. Des avantages pourraient être mis à profit. Les nouvelles directives mettaient l'accent sur les attaques par délit de fuite utilisant une vitesse de plongée supérieure, s'interrompant avant que les chasseurs britanniques puissent manœuvrer en position de tir. Les formations de bombardiers ont reçu pour instruction de resserrer l'espacement défensif et d'augmenter les ratios d'escorte, des changements qui ont réduit l'efficacité opérationnelle, mais ont reconnu la réalité brutale de faire face à un blindage de canon fiable. Le changement de doctrine est intervenu trop tard pour éviter des pertes substantielles. Entre juin et septembre 1942, les unités de chasse de la Luftwaffe en France et aux Pays-Bas ont subi leur taux de perte le plus élevé depuis la bataille d'Angleterre, les tirs de canon britanniques étant responsables d'environ 40% des pertes. Perte totale. Les pilotes allemands ont adapté leur tactique individuellement grâce à une expérience amère, apprenant à éviter les paramètres de tir dans lesquels les canons du Spitfire se sont révélés d'une efficacité dévastatrice. Mais l'hypothèse institutionnelle selon laquelle le blindage des canons britanniques représentait une menace négligeable, hypothèse fondée sur des renseignements précis devenus catastrophiquement obsolètes, avait déjà coûté à la Luftwaffe des pilotes expérimentés qu'elle ne pouvait pas remplacer. L'échec du renseignement ne résultait pas de l'évaluation initiale, mais de l'incapacité à détecter que l'ingénierie britannique avait résolu les problèmes que les planificateurs allemands continuaient d'exploiter. La transformation de l'Hispano Mark II, de l'échec au triomphe, reposait sur des principes que tout XIXe siècle un ingénieur en mécanique le reconnaîtrait. Précision, intégration et attention obsessionnelle aux forces agissant sur les pièces mobiles sous contrainte. L'opération d'armement a commencé à l'instant où les gaz propulseurs d'un obus tiré ont atteint une pression maximale dans la chambre d'environ 3000 à 800 kg par cm². Un orifice percé avec précision à 170 mm en avant de la culasse permettait à une partie de ces gaz de s'écouler dans un cylindre abritant un piston à ressort. Et la pression du gaz poussait le piston vers l'arrière contre son ressort. Ce mouvement vers l'arrière, programmé pour se produire seulement après que le projectile soit sorti du canon, a déclenché le cycle d'extraction et d'alimentation. Le piston, relié à une tige de commande qui passait sous le canon, reliant le système de gaz au mécanisme de culasse. Alors que le piston se déplaçait vers l'arrière, la tige faisait pivoter le boulon d'environ 45 degrés, le déverrouillant de l'extension du canon. Le mouvement continu vers l'arrière a ensuite tiré le boulon vers l'arrière, extrayant la douille tirée via une griffe d'extraction à ressort qui a saisi le bord de la douille avec 12 kg de force. L'éjecteur, une tige fixe positionnée dans le récepteur, a heurté la base du boîtier alors qu'il sortait de la chambre, le faisant sortir par un port d'éjection situé sur le côté droit de l'arme. Toute cette séquence s'est produite dans environ 0,02 secondes, et les forces impliquées étaient suffisamment importantes pour briser les composants s'ils n'étaient pas fabriqués avec précision et correctement traités thermiquement. Le mécanisme d'alimentation par courroie représentait l'écart le plus significatif du Mk2 par rapport à la conception originale à tambour de Burki. Au fur et à mesure que le verrou se déplaçait vers l'arrière, il engageait un poteau d'alimentation qui tirait latéralement la ceinture de munitions sur le dessus du récepteur. Chaque cartouche était placée dans une poche en tissu maintenue à un angle précis par des clips en laiton qui empêchaient les obus lourds de se déplacer sous l'effet des forces G lors des manœuvres de combat. Rail de guidage en forme de canot peu profond dirigeait chaque tour entrant vers le bas.
vers la chambre tout en la retirant de la ceinture. L'obus est descendu dans la voie d'alimentation. Une fente usinée avec précision qui alignait exactement la ligne centrale des cartouches avec la ligne centrale de l'alésage du canon. Et la tolérance ici était essentielle. Et si la cartouche se trouvait même à 2 mm de son axe, elle se bloquerait pendant le chambrage ou provoquerait une rupture catastrophique du boîtier lors du TIR. Et la course vers l'avant a commencé lorsque le ressort du piston, comprimé pendant le cycle du bois arrière, a entraîné le piston et la tige de commande vers l'avant. Le verrou, portant désormais une nouvelle cartouche retirée de la ceinture, poussa la cartouche dans la chambre. Une rampe d'alimentation inclinée à 11 degrés précisément guidait le nez de la cartouche vers le haut dans la gorge de la chambre tandis que la face du boulon était appuyée contre le bord du boîtier. Alors que la cartouche était bien en place. Les pattes rotatives du boulon alignées avec les évidements de l'extension du canon et le mouvement final vers l'avant de la tige de commande ont fait tourner le boulon en position verrouillée. Un marteau armé pendant le cycle du bois arrière restait retenu par la gâchette. Lorsque le pilote a appuyé sur le bouton de tir, un solénoïde électrique a libéré la gâchette, permettant au marteau de frapper le percuteur avec suffisamment de force pour écraser le composé d'amorce et enflammer le propulseur. Le cycle complet d'un tir au suivant nécessite un second. Le mécanisme effectuait un cycle précis de 10 fois par seconde, produisant la cadence de 600 coups par minute qui donnait à Mark II combattants armés leur puissance de feu dévastatrice. Le refroidissement des fûts représentait un défi souvent négligé. Chaque obus générait environ 150 kg de chaleur perdue et un tir soutenu pouvait élever la température du canon à 700 degrés Celsius en 20 secondes. À ces températures, l'acier perd en dureté et les canons s'usent de manière catastrophique. Et la chemise de refroidissement du Mk2 canalisait un flux d'air à grande vitesse le long du canon selon des motifs en spirale soigneusement conçus. Atypique du Spitfire. Vitesse de combat de 500 km/h, ce refroidissement par air forcé dissipe la chaleur assez rapidement pour maintenir la température du canon en dessous de 400 degrés même pendant les rafales de durée maximale. L'ingénierie était invisible mais essentielle. Un fonctionnement fiable dépendait du maintien de dimensions de chambre constantes, ce qui nécessitait d'éviter une dilatation thermique susceptible de modifier l'espace libre et la géométrie d'alimentation. 600 coups par minute n'était pas simplement une spécification théorique. Il s'agissait d'une puissance de feu durable que les pilotes pouvaient réellement utiliser au combat. Le 6 juin 1944, à l'aube, le lieutenant d'aviation Pierre Cluster-Mormand, en orbite au-dessus des plages normandes à 3000 mètres, assiste à la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Déroulé ci-dessous. Son Spitfire Mark IX transportait four canon Hispano Mark II chargé d'une ceinture mixte d'obus explosifs puissants et perforants. 120 coups par canon. Le briefing préalable à la mission avait été explicite. Les véhicules blindés allemands approchant des plages représentaient la menace la plus grave pour les forces alliées luttant à terre. L'escadron de Clusterman fournirait un soutien aérien rapproché en utilisant ses canons contre des cibles qui nécessitaient auparavant des avions d'attaque au sol dédiés. Et la mission testerait si la fiabilité de l'Hispano s'étendait à l'environnement chaotique de basse altitude de l'interdiction du champ de bataille. Et la première cible est apparue peu après 7 heures. Une chronique de Panza Mark V. Des chars traversant le pays de bocage en direction de Sword Beach. Clusterman a effectué une plongée à 30 degrés, acquérant le char de tête dans son site de canon réflecteur à 800 mètres de portée. Elle a ouvert le feu à 400 mètres. Faisant avancer ses obus le long du blindage du pont du char avec une rafale de 3 secondes. Les obus perforants, des projectiles à cordes de tungstène se déplaçant à 850 mètres par seconde, ont pénétré les surfaces supérieures les plus minces du char, tandis que des obus explosifs puissants ont explosé contre la tourelle et le compartiment moteur. Le char s'est incliné latéralement et s'est arrêté, de la fumée s'échappant de son pont moteur. L'homme du cluster s'est relevé à travers les tirs au sol et a fait demi-tour, notant avec satisfaction que les 4 canons avaient tiré sans interruption, malgré les manœuvres violentes et la poussière et la fumée qui étouffaient l'air du champ de bataille. Le modèle d'engagement s'est répété tout au long de la journée. Des Spitfire armés de canons Hispano parcouraient le secteur d'invasion, détruisant des camions, des voitures blindées, des positions d'artillerie et des structures fortifiées. Les canons se sont révélés d'une efficacité dévastatrice contre des cibles que les mitrailleuses pouvaient à peine endommager. Une rafale de 2 secondes a lancé 40 obus avec une énergie cinétique et explosive suffisante pour déchiqueter des véhicules à peau douce ou effondrer les murs d'un bâtiment. Les pilotes ont découvert qu'ils pouvaient détruire des ponts en concentrant le feu sur les structures de support, et que les décharges de munitions pouvaient être déclenchées par des tirs de canon précis que les mitrailleuses ne pouvaient pas enflammer. Le locataire du vol gauche, Johnny Johnson,
a détruit 4 camions et un half-track de munitions lors d'un seul passage de mitraillage près de KH. Ne dépensant que 200 cartouches sur ces 4 canons. Les images de la caméra de son arme montraient que chaque rafale produisait un effet destructeur immédiat. L'environnement opérationnel était extrêmement pénible. Les avions effectuaient 5 ou 6 sorties par jour, atterrissant pour se réarmer et faire le plein de carburant avant de retourner immédiatement dans la zone de combat. Les équipes au sol travaillaient en plein champ, souvent sous le feu de l'artillerie, chargeant des ceintures de munitions pendant que les pilotes faisaient tourner les moteurs. Les canons. Cycle de tir accumulé à des taux que les tests en temps de paix n'avaient jamais approché. Les armes tiraient plus d'1 millier de coups par jour pendant des semaines consécutives. Les journaux de maintenance des unités de la 2e force aérienne tactique en juin et juillet ont documenté des taux d'arrêt restant inférieurs à 6% malgré le rythme opérationnel extrême. Lorsque des arrêts se produisaient, ils étaient en grande partie imputables aux dommages causés par les combats. Les éclats d'obus perforent les mécanismes d'alimentation ou les fragments endommagent les guides de ceinture plutôt que les pannes inhérentes à l'arme. Les marges de conception et la construction robuste du Mk2 ont absorbé les punitions infligées par les missions d'attaque au sol de la Normandie. L'impact tactique s'étendait au-delà de la simple fiabilité. Les forces allemandes avaient planifié leur doctrine défensive autour de l'hypothèse selon laquelle la puissance aérienne alliée s'appuierait principalement sur des bombes et des roquettes pour les attaques au sol avec des canons d'avion représentant une menace secondaire de niveau de harcèlement. Et la réalité des tirs massifs des canons hispano a bouleversé ces calculs. Les commandants d'unités allemandes ont rapporté au quartier général de la 7e armée que les combattants alliés détruisaient des véhicules blindés et des fortifications uniquement avec des tirs de canon, obtenant ainsi des effets nécessitant auparavant des frappes de roquettes Typhoon dédiées. Les mouvements de jour sont devenus suicidaires pour les forces allemandes partout dans un rayon de 50 km du front. Non seulement parce que des avions pouvaient apparaître, mais parce que lorsqu'ils le faisaient, leurs tirs de canon étaient immédiatement et systématiquement mortels. Les 600 coups par minute de l'Hispano Mark II n'étaient pas des chiffres abstraits. Ils se sont traduits par une puissance de combat qui a façonné les résultats du champ de bataille. Les performances sans faille de l'arme dans les conditions les plus exigeantes ont été justifiées chaque heure que les ingénieurs britanniques ont investi pour transformer une conception prometteuse mais imparfaite en canon d'avion le plus fiable de la guerre. L'histoire de l'Hispano Mark I ne s'est pas terminée par une victoire en Europe. Lorsque le vice-maréchal de l'air Harry Broadhurst visita les aérodromes français libérés en août 1945, examinant l'armement des chasseurs allemands capturés, il remarqua que les ingénieurs de la Luftwaffe avaient passé les dernières années de la guerre à tenter de reproduire la fiabilité dont disposaient les concepteurs britanniques. Réalisé avec le M2. Le Musée MG151 Stroke 20 avait incorporé des principes d'alimentation par courroie et de fonctionnement au gaz similaires, mais des problèmes chroniques de qualité des munitions et des incohérences de fabrication l'ont empêché d'égaler le bilan de combat de l'Hispano. Le canon type 99 de la marine japonaise, lui-même dérivé d'une oreille le modèle d'exportation EY Hispano a subi des pannes de mécanismes d'alimentation tout au long de la guerre du Pacifique. Et la combinaison de la puissance de feu dévastatrice et de la fiabilité exceptionnelle du Mk2 est restée inégalée, et les nations sortant des décombres de la guerre ont reconnu sa valeur. En 1948, 32 forces aériennes exploitaient des avions armés hispano. Les Français ont réinstallé l'arme dans leurs forces aériennes renaissantes, tandis que les Italiens, les Danois, les Néerlandais et les Belges l'ont adopté pour leurs escadrons de chasse reconstruits. Plus surprenant encore, les anciens pays de l'Axe cherchant à établir des forces défensives sous l'occupation alliée ont choisi l'Hispano. La force aérienne d'autodéfense japonaise, interdite de développer des armes indigènes, a acheté des canons Hispano Mark V, une variante améliorée d'après-guerre pour leur sabre F-86 fourni par les États-Unis. L'arme qui avait détruit le Luftwaffe garantissait désormais les succès de ceux qui la considéraient autrefois comme peu fiable. Israël en a acquis des quantités substantielles pendant la guerre israélo-arabe de 1948, les installant dans des Spitfire de récupération et capturant des Bf-109G avec une amère ironie. L'arme a continué à évoluer. Britannique. Les concepteurs ont développé la variante Mark V en 1947, augmentant la cadence de tir à 850 coups par minute, tout en réduisant le poids de 4 kg grâce à une sélection minutieuse des matériaux et à des améliorations de fabrication. Et la Royal Air Force a installé des canons Mark V dans les Hawker Hunter et les Supermarine Swift dans les années 1950 et l'arme est restée en service de première ligne jusqu'aux années 1960. Les rapports de combat de Suez en 1956 et des escadrons de la RAF, déployés en
Extrême-Orient lors de l'urgence malaise ont confirmé que la fiabilité restait exceptionnelle. Les arrêts se sont produits dans moins d'un engagement % sorti. Pilote qui avait piloté les deux pistons. Les chasseurs à moteur et les premiers avions à réaction ont noté que les performances de l'Hispano s'amélioraient en fait dans les installations à réaction où des vitesses plus élevées permettaient un meilleur refroidissement du canon et une alimentation en munitions plus cohérente. Le successeur ultime du Mk2 est apparu dans les années 1950 lorsque les ingénieurs du Centre de recherche et développement de Royal Armament ont commencé à travailler sur un canon de 30 mm entièrement repensé. Le canon Eden, du nom de l'établissement de développement d'armement où il a été créé, utilisait des chambres de type revolver pour atteindre des cadences de tir de 1300 coups par minute, tout en conservant les principes de fiabilité qui avaient fait le succès de l'Hispano. Le concepteur en chef de l'Aden, le commandant Rodan Smith, avait passé 3 ans entretenant les canons Hispano pendant la guerre, et il a intégré les leçons tirées de l'analyse de milliers d'arrêts et de succès. Est la nouvelle arme à hériter de l'architecture d'alimentation par courroie du M2, des principes de fonctionnement au gaz et de l'attention obsessionnelle portée à la compatibilité des munitions. Lorsque l'Eden est entré en service en 1954 à bord des Hawker Hunter, il ne représentait pas une rupture avec la philosophie de conception Hispano, mais son évolution naturelle. Mark Burkett est décédé en 1953 à l'âge de 75 ans. Sa réputation d'ingénieur automobile éclipse ses contributions à l'armement des avions. Pourtant, sa conception fondamentale a été raffinée par Sidlowski et des ingénieurs britanniques pour en faire le M2. A ensuite évolué vers le combat aérien. A façonné Eden pendant un demi-siècle. Les avions de plus de 40 pays transportaient des armes issues de son concept original. Le canon que les renseignements allemands avaient considéré comme défectueux en 1940 est devenu la norme par rapport à laquelle tous les autres canons d'avion étaient mesurés. 600 coups par minute tirés parfaitement lorsque cela était le plus nécessaire. C'est le triomphe de l'ingénierie qui a transformé les hypothèses tactiques en erreurs de calcul mortel et a donné à une génération de pilotes les outils dont ils avaient besoin tout en établissant la norme pour la suivante. L'héritage de l'Hispano Mark II n'était pas seulement son bilan de combat, mais la preuve qu'avec une ingénierie suffisante, rigueur et urgence opérationnelle, l'échec d'hier pourrait devenir le succès déterminant de demain.